Bonsoir à tous. Emmanuel Macron dans l'arène. Le président a surpris ce soir en participant à une réunion avec des citoyens à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Ça n'était pas prévu. Ce matin, il avait bien effectué une rencontre avec des élus de la Drôme à Valence. Mais un peu plus tard, donc en fin d'après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu dans cette réunion qui était organisée au départ pour Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Résumé de ce qui s'est passé avec Aymeric Barraud. Il est l'invité de dernière minute. Emmanuel Macron débarque au milieu de ce débat citoyen, une étape qui n'est pas à l'agenda officiel de sa visite. Pour les Gilets jaunes, l'occasion est trop belle. L'un d'entre eux vient s'asseoir juste à côté du président et l'interpelle. J'ai rien contre vous. Hein? Par contre, j'en ai beaucoup aux politiques. On en a marre de la politique fiscalo-bancaire. Moi, je rêve que vous dissolvez l'Assemblée nationale et que le peuple aille revoter. Pour la première fois, après plus de 2 mois de crise, un dialogue s'engage entre un gilet jaune et le président. Si Emmanuel Macron dit partager la colère, il remet les choses au clair sur la méthode des gilets jaunes. Vous dites, moi, je voudrais que on revote pour l'Assemblée nationale et puis on sera représenté vraiment. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Non, mais j'ai été élu par le peuple. Si vous n'avez pas voté pour moi, je regrette, mais je veux dire, ça veut dire que vous aviez une autre voix, mais vous n'avez pas été majoritaire. Et si vous n'avez pas été voté, moi je suis désolé. Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter, et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Mais changer le système, c'est pas simplement dire « je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi je suis une colère, mais j'ai pas de truc à proposer ». Faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Ils ne tombent pas d'accord, mais l'on retiendra cette poignée de main chaleureuse. Chômage, fiscalité, écologie, pendant 3 heures, les interpellations fusent. L'occasion pour le président de justifier ses réformes, comme sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Je fais l'inverse de votre raisonnement. Est-ce qu'il y a 2 ans, quand il y avait l'ISF, on vivait mieux, il y avait moins de SDF? Non. Donc, pardon, mais on est en train, sur ce sujet, on peut avoir des accords, des désaccords. Hein. Mais je l'ai fait de manière démocratique. Je l'ai présenté en tant que candidat. J'ai été élu démocratiquement. Le gouvernement a appliqué, et le Parlement aussi, parce que les députés de la majorité, ils ont été élus sur cette base. Je veux dire, on est dans une démocratie. Ou sur la fin de la taxe d'habitation. Mais alors, si vous êtes passé de 24 à 17 euros, d'abord vous payez une taxe d'habitation de 24 euros. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, à mon avis, qui seraient contents de payer une taxe d'habitation de 24 euros. Mais c'est la vérité. Mais donc... Mesdames et messieurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous payez en effet une taxe d'habitation qui est très réduite. Donc elle est réduite d'1 tiers. Emmanuel Macron écoute et tente de convaincre chacun, chômeur, chef d'entreprise ou simple citoyen. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Donc, si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Donc je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça. Après l'Auvergne, le président poursuivra son tour des régions pour débattre avec les Français. Prochaine étape, dans 1 semaine, avec des invités ce soir, Céline Calvez, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche des Hauts-de-Seine, à vos côtés, Robin Reda, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de l'Essonne, Pascal Jalabert. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef des journaux du groupe EBRA. Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Délégué national du Rassemblement national et bien sûr Bruno Jeudi comme chaque soir à mes côtés. Céline Calvez, quel est votre regard sur cette rencontre entre le président de la République et des citoyens, des Français, y compris des gilets jaunes? On l'a vu, ça a duré 3h15. Il était temps donc que le président descende dans l'arène. Alors je ne sais pas si c'est une arène, quand c'est un espace d'échange. Moi ce que je souligne, c'est qu'effectivement avec cet effet de surprise, on est venu contredire tous ceux qui se sont plaints
en premier temps qu'il ne parlait pas au maire, après qu'il ne parlait qu'au maire, et là, forcément, on se retrouve dans une situation où il peut parler à tout le monde. Et les personnes, et on l'a vu, viennent lui parler presque en toute proximité. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est d'aborder tous les points. Ici, il répond. Moi, j'imagine que dans beaucoup d'autres débats, et tel qu'il se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on peut avoir aussi des réponses qui sont données de citoyen à citoyen. On est capable d'avoir un garant, un modérateur qui est capable aussi de donner cette parole et pas forcément être toujours avec le président de la République. Il ne pourra pas participer à l'ensemble des débats. Ça a aussi pour but d'encourager les Français à aller participer au débat, donner une forme de mode d'emploi. Mais non, alors de mode d'emploi, je pense que c'est déjà sur le site granddébat.fr qui rappelle vraiment les éléments pour le faire. Non, je pense que déjà d'aller au contact des maires, c'était pour les inciter à eux pouvoir initier de telles initiatives dans leur commune. Aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, je vais à la rencontre des citoyens et je participe à cet exercice qui est mis en place. Oui, c'est pour donner envie, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que chacun peut s'exprimer, peut comprendre ce que l'autre autour de soi vit. Je pense que oui, effectivement, c'est pour donner envie à chacun de se mettre dans cette démarche qui est très importante. Répondre à ces critiques. En fait, je voulais réagir sur la notion de caricature. Je ne suis pas sûre que les Français qui ont posé leurs questions apprécient d'être qualifiés de caricature. C'est vous qui vous faites, Robin Reda, une caricature en minimisant en fait ce qu'a pu dire Emmanuel Macron en réaction par rapport à la taxe d'habitation. Il n'a pas voulu opposer les uns et les autres. Je voulais aussi réagir à ce que vous disiez, c'est une campagne. Mais oui, on est en campagne permanente. Cette campagne, c'est celle que la France aille mieux. J'espère que le CSA vous écoute et que le décompte se fera, parce que 2 fois 7 heures, 1 fois 3h30... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On est en campagne permanente. Moi, si je me suis engagée, c'est pour être en campagne. On peut débattre. Moi, je vous dis simplement que ce n'est pas une campagne électorale. C'est une campagne pour que les personnes puissent s'investir dans le grand débat. Et au-delà de ça, c'est une campagne... C'est pas ce qu'on a vu, vous êtes d'accord. C'est une campagne pour faire que la France aille mieux et que les Français aillent mieux. Si c'est ça une campagne, oui, c'est ça, c'est une campagne. Mais il n'a rien entendu des Français, madame. Puisqu'il continue avec son programme. Pas tous les 3 en même temps, par contre. À 2, mais pas à 3. C'est une campagne des pouvoirs publics, non ? Ah oui, une campagne des pouvoirs publics qui promeut en fait le projet présidentiel. Mais en fait, ça promet. Des élections si notre projet, c'est de faire que les citoyens se sentent mieux en France, comprennent mieux la façon dont la France est gérée. Il faut que vous le donniez après le grand débat. Le grand débat, c'est pour confronter des projets. Mais en fait, Emmanuel Macron vient présenter ses mesures, présenter son projet, expliquer et parler de l'Europe à des Français. Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup parlé d'Europe. En tout cas, il vient expliquer, parce qu'on a tous besoin de mieux comprendre comment ça se passe. Donc c'est la fameuse théorie de la pédagogie, la théorie de Monsieur Legendre, votre patron à l'Assemblée. Vous n'avez rien compris, vous, pour moi, c'est pas un mauvais mot, la pédagogie. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous appelle les enfants, j'imagine. C'est ce paternalisme-là. Lui, il sait, nous, on ne sait pas. Nous, les idiots, nous, les Gaulois réfractaires, on ne sait pas. Oui, mais prenons votre méthode, c'est-à-dire de jamais dire les choses, comme ça c'est bien. Comme ça, on laisse les gens dans la méconnaissance, c'est parfait. Moi, je suis prêt à vous les dire. J'aimerais entendre. Les chiffres que vous avez dit, c'est à mon avis pas les bons repères. Il suffit d'aller voir sur Internet, madame. Tout est vérifié. Ce sont des chiffres officiels. Des chiffres officiels de vos ministères. Alors si vos ministères mentent. Bruno, je dis, chaque fois que Emmanuel Macron descend dans l'arène, pour reprendre cette expression, eh bien finalement on lui fait ce reproche. On lui dit pourquoi est-ce que vous venez, puisque c'est pour nous dire qu'en gros vous n'allez rien changer. Mais alors en fait, c'est compliqué. Ce que demandent les gens, c'est déjà il y a une réduction. En fait, on dit il y a eu la suppression de l'ISF. On oublie de dire que c'était une transformation en IFI. Ça veut dire que le capital immobilier continue de faire objet d'une taxe. On l'a expliqué. On l'a non, parce que souvent on a l'impression que c'est juste suppression de l'ISF. Donc déjà je voudrais replacer ça. Et ce qu'il dit, pire, d'ailleurs. et c'est vrai, c'est à partir du moment où on l'a mis en place, c'est dire on va l'évaluer. Mais l'idée, on sait très bien que l'ISF en tant que tel, c'était pas opérant. Ça améliorait pas forcément la vie des gens. Donc on va pas revenir en arrière dans une solution qui ne fonctionnait pas. Par contre, de se dire, bon, finalement, les valeurs mobilières, on n'a pas réussi à vraiment les injecter là où on voulait, dans les entreprises, comment on peut faire autrement. Oui, et ça c'est le débat qui sera ouvert, mais pas le 15 mars. Ça va faire l'objet d'un premier semestre d'évaluation. Et là, on pourra prendre des décisions. Et je voulais revenir aussi sur un autre point, qui était sur la démarche. Aujourd'hui, on entend des doléances. On entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il
faut, et c'est pas que une démarche en marche, hein, c'est juste une démarche assez pragmatique, c'est de se dire, on parle de la doléance, on parle des voies de possibilités, et ensuite on fait des propositions, et ces propositions, on les partage et on décide. Donc forcément, aujourd'hui, on est plutôt dans une plainte. La proposition qui est de dire mettez le RIC et mettez l'ISF, excusez-moi, c'est complètement réducteur et c'est complètement, à mon avis, inopérant. Dans les écoles de la ruralité, on serait en train de fermer, de supprimer des postes, alors que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professeurs pour tant d'élèves, n'a jamais été aussi fort. Force de réalité, enfin, faut regarder la réalité en face. On a effectivement mais les des bourgs. statistiques, c'est pas toujours la réalité. Les statistiques, je pense que sont assez proches de la réalité. C'est pas forcément satisfaisant, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est moins bien et qu'on est en train d'enlever les professeurs dans le rural pour aller servir d'autres. J'ai le droit de dire ce que j'ai vu et ce que je constate. Mais alors, effectivement, moi je parle au niveau national. Je parle au niveau national. Effectivement, on ne va pas aller dans... Mais au niveau national, le taux d'encadrement n'a jamais été aussi bon. Et l'autre chose que je voulais dire, le deuxième exemple, très concrètement, parlons de la prime d'activité. Tout notre programme était de dire on va valoriser ceux qui travaillent, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, même avec un salaire. Eh bien, la prime d'activité, à partir du 1er janvier, vous aviez pu la demander. Elle va vous être versée le 5 février. Ça représente plus de 100 € pour une personne qui n'a comme revenu que le SMIC, qui n'a pas de revenu du patrimoine à côté. 90. Concrètement, c'est très concret d'avoir 100 € en plus. Et en plus, non seulement on avait déjà 2,8 millions de bénéficiaires, on va en avoir 1 million en plus, et ils vont avoir plus. C'est très concret. Pour payer une essence plus chère, pour aller travailler et gagner vous. Mais le pouvoir d'achat n'a jamais... Là, on va connaître en 2019 une hausse du pouvoir d'achat. Oui, après, effectivement, il faut se dire comment, qu'est-ce que je fais de mon pouvoir d'achat? Et on a trouvé des solutions ensemble, et notamment au grand débat, pour voir comment on va faire cette transition écologique sans peser davantage sur le pouvoir d'achat. Mais c'est pas... s'il vous plaît, arrêtez de dire que rien n'a été fait. Très concrètement, ça va se retrouver sur le pouvoir d'achat des Français. Il faut effectivement changer de paradigme. Simplement, c'est de regarder ce qui va. Aux chômeurs qui ne trouvent pas de travail, moi, je vais vous dire, le chômeur, c'est peut-être celui parmi les 1 million de chômeurs qui vont recevoir de la formation dans le plan d'investissement compétences. Aux retraités... Madame, si vous ne créez pas d'emploi... Excusez-moi, monsieur, je suis en train de vous répondre. Parce que chaque catégorie de personnes que vous avez pris, on peut aussi opposer et changer de paradigme et dire ce qui va mieux aussi. Arrêtez de monter à chaque fois des catégories les unes par rapport aux autres et uniquement de pointer ce qui ne va pas. Le chômeur, le plan d'investissement compétences, c'est colossal. Vous pouvez très bien... C'est pas simplement de dire, voilà, il y a un chômeur et il y a un emploi. On va faire en sorte de mettre en capacité le chômeur de pouvoir avoir les bonnes compétences qui répondent aux besoins et aux opportunités de l'économie. C'est vrai que ça va être pas assez vite, le chômage, Madame Calvet. Par rapport à l'objectif que s'était fixé le président. Parce qu'il faut former les gens pour les bonnes choses aussi. Mais on comprend cette impatience. Vous avez des personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis... en France, Madame, comment voulez-vous créer de l'emploi? Eh bien, c'est justement en investissant dans l'économie. Très bien, alors vous formez et il n'y a pas d'emploi en face. Mais il y a 300 000 emplois qui sont non pourvus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la bonne, on va dire, façon de faire, de dire sur les compétences, il faut investir sur les compétences. Une personne qui était au chômage, il ne recevait pas forcément de formation. Donc il reste au chômage. Il y a de quoi faire beaucoup plus d'adéquation entre les compétences des Français et la façon dont on peut les faire monter et les opportunités d'emploi qu'il existe dans notre économie. C'est du verbiage, madame. C'est pas du verbiage, monsieur. C'est juste un changement de paradigme. Vous ne voyez que ce qui ne va pas. C'est très bien. Mais moi, je vous propose des solutions. Je vous dis pas que ce qui va pas. Je dis contrôlons simplement, par exemple, les importations en France. Et quand un produit est fait en Chine avec des normes écologiques différentes, avec des normes sociales différentes, c'est pour ça que l'Europe est bien. Il faut taxer un peu plus pour faire une concurrence loyale, madame. L'Europe que vous vantez, madame, c'est une Roumanie avec un SMIC à 300 € qui peut librement importer en France et des travailleurs détachés qui peuvent payer leur charge sociale en Roumanie. C'est ça pour les travailleurs français. Madame. C'est ça que vous refusez de changer. De Robin Reda sur cette question du référendum. En fait, la démocratie, elle est pas à géométrie variable, elle est à exercice variable. On est dans le cadre d'une démocratie représentative. Moi, je pense que c'est complètement compatible avec une forme de participation des citoyens. Je pense que la définition telle qu'elle existe du RIC
et pas forcément le plus amène. Par contre, ce qu'on fait là avec le grand débat, c'est justement de remettre le citoyen au cœur et de pouvoir lui permettre de contribuer à la réflexion et à des propositions. En fait, on ne peut pas simplement... Excusez-moi. On ne peut pas résumer la participation d'un citoyen à répondre à oui ou non à une simple question. Là, on est dans un processus où, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une colère, des doléances, une compréhension, des propositions. Et effectivement, la décision, ce sera la démocratie représentative au final qui pourra arbitrer. On ne va pas pouvoir répondre aux desiderata de chacun. Il ne faut pas non plus se leurrer. On va essayer de trouver et de construire ensemble les réponses pour que ça se passe mieux pour le plus de gens possible. Bien sûr, c'est ça la démocratie. Le référendum d'initiative citoyenne, moi je trouve que c'est un gadget parce que c'est l'instabilité permanente d'abord. Et puis c'est un vote qui peut effectivement ne pas être éclairé. Moi, j'ai aussi combattu la loi sur les fake news parce que je crois qu'on doit combattre les fake news par notre système éducatif, par l'éveil de l'esprit critique des Français. Mais on doit aussi voir que voter une loi, engager le pays sur un long terme, ça demande un travail préalable qui ne peut pas être le travail de l'émotion. Le référendum d'initiative citoyenne, alors, pas que des partisans, hein, vous le voyez. Bien sûr, et ça, qu'il y ait débat, moi ça ne me choque pas une seconde. Mais nous, on propose le référendum d'initiative populaire depuis longtemps, qui marche très bien en Suisse, qui existe en Italie, parce que nous pensons que le peuple est sage, qu'il connaît bien son pays, qu'il a du bon sens et qu'il peut être à même de faire des propositions. Tous les combien ? Pardon ? Tous les combien ? Mais c'est pas une question de tous les combien, c'est une question de... À partir du moment où il y a 700 000 ou 500 000 personnes qui sont d'accord sur une question, voilà, il y a un référendum. Ça peut être souvent. Ça peut être souvent, et pourquoi pas ? La démocratie, c'est tous les jours, c'est plutôt bien, non ? Donc ça, c'est quelque chose que vous continuez de promouvoir. Absolument. Oui, je voulais rebondir sur la proposition du tirage au sort. C'est exactement ce que l'on veut faire dans le cadre des conférences régionales, c'est de pouvoir aussi tirer au sort des citoyens qui vont participer. Moi, je pense que c'est important de pouvoir le souligner que dans ce grand débat, vous avez plusieurs phases, et cette phase-là, elle pourra mettre en place ce tirage au sort. Donc, on expérimente au service de la participation du citoyen. Je pense que ça mérite d'être souligné. Merci beaucoup à tous les 5. Merci.